Les murmures du phare. Un podcast terrifiant, mais pas que, réalisé par Brice Vincent. Bonsoir à toi, bienvenue au phare. La tempête est revenue et bizarrement, ça me rassure. Je tiens à te dire que je suis très touché que tu sois là pour l'avant-dernier épisode de la première saison des Murmures du phare. Ce soir, j'ai une nouvelle histoire pour toi, ça s'appelle Un portefeuille. Je dois te prévenir que cette histoire aborde des sujets sensibles, alors tu peux jeter un œil dans la description de l'épisode. J'espère vraiment que cette histoire te plaira. Après ça, je vais t'emmener dans ce que j'appelle un refuge fictionnel, une œuvre très peu connue qui m'accompagne depuis déjà plusieurs années. Ensuite, nous irons dans le salon du phare où nous retrouverons Guylain pour une conversation arrosée, je le confesse, à propos de ses cauchemars. Pour finir, comme toutes les semaines, je te lirai l'horoscope des enfers, c'est déjà l'heure. Étude d'attaque pour l'histoire, prends une grande inspiration, ferme les yeux et laisse-toi porter par cet effroyable récit. Un portefeuille. Mis à part les regards insistants des hommes, elle aimait prendre le bus. De la chambre qu'elle louait, dans une banlieue pavillonnaire jusqu'à l'université, il y avait 30 minutes de trajet. Écouteurs sur les oreilles. C'est encore l'hiver, mais elle rêve du printemps. Elle écoute de la funk, laisse ses pensées divaguer. Ce soir-là, elle rentrait à 18h après une journée chargée. Elle était en licence pro au métier de la gestion et de la comptabilité. Depuis petite, elle devait se charger des tâches administratives car sa mère ne savait pas bien lire le français. Très tôt, elle a donc trouvé sa place et sa valeur dans ce domaine, sans se demander si elle aimait ça. Ce n'était pas la question. Elle évitait aussi de se demander si elle aimait être vendeuse dans une boutique de parfums pour payer son logement et envoyer quelques sous à sa mère et à sa sœur. Elle ne voulait pas faire le point sur sa vie avant de l'avoir améliorée, et ça depuis toujours. Ça ne changerait rien de toute façon. Ça serait simplement triste, et elle n'avait pas besoin de ça. C'était la fin du mois, sa carte bleue était bloquée à cause d'un découvert non autorisé, et elle devait tenir encore 4 jours, avec 5 €, sachant que son frigo était vide. Il lui restait du riz. Je m'attarde sur tout cela, mais ce n'est pas pour vous faire pleurer, vous allez comprendre. Elle appuie sur le bouton, c'est déjà son arrêt. Elle se lève et allait sortir quand elle remarqua à ses pieds un portefeuille. Elle le ramasse machinalement, regarde autour d'elle. Il y a une vieille femme au fond du bus qui regarde par la fenêtre et quelques jeunes à l'avant qui discutent avec le chauffeur. Elle sort, le bus s'en va. Elle reste figée, regrettant immédiatement son geste. Elle aurait dû le donner au chauffeur. Elle détaille l'objet. C'était un portefeuille épais, en cuir marron lustré, brillant, plutôt ancien. Elle sentit ses joues rosir en mettant l'objet dans la poche de sa veste, mais des voitures arrivaient. Elle marcha jusqu'à sa chambre en ne pensant qu'à ça. Elle essayait de se refaire le film de son trajet pour savoir qui était sorti du bus avant elle. Il y avait un homme. Elle ne se souvenait plus de son visage, car elle l'avait ignoré délibérément, sentant qu'il la regardait. Il s'était penché, certainement pour refaire son lacet. C'est sûrement là que le portefeuille avait dû tomber. Ce serait mentir que de dire qu'elle n'avait pas remarqué le billet de 50 € qui dépassait du bord. Elle l'avait remarqué au premier coup d'œil, avant même de le ramasser. Allez, elle ouvre le portefeuille. Il y avait un autre billet de 20 €. Du fric. Elle éprouva un sentiment de soulagement immédiatement contré par une grande culpabilité. Non,
Je ne vais pas faire des courses avec cet argent, enfin. Pas avec le gros billet, ça c'est sûr. Il fallait ramener le portefeuille à la police. Mais elle avait faim. Si elle allait le donner à la police, prendrait-il ses coordonnées? S'il manquait un peu d'argent, serait-elle recontactée, soupçonnée? Mais à quoi pensait-elle? Elle n'avait jamais volé. Ce n'était pas sa nature. Alors, que faisait-elle, au juste, assise sur ce lit, avec ce portefeuille ouvert sur les genoux et des billets dans la main? À cette question, elle trouva une réponse qui lui convenait. Elle cherchait simplement des indices pour retrouver le propriétaire et lui rendre le tout. Parce que prendre l'argent et dire à la police qu'elle avait retrouvé le portefeuille dans une poubelle publique n'était pas non plus envisageable, enfin. Pourquoi elle y pensait d'ailleurs? Bref, des indices. Il y avait plein de poches et de fentes à l'intérieur. Il y avait des pièces qui semblaient venir de plusieurs pays différents, une carte de fidélité d'un bowling en espagnol, un pass pour des transports en commun canadiens, une carte à points de coiffeur parisien. En regardant sur Internet, elle put constater que dans ce salon, une coupe pour homme approchait la centaine d'euros. Elle allait garder l'argent. Elle se dit avec humour que c'était la manière la plus décente de gérer la situation. Manger était plus important que d'aller chez le coiffeur. Elle referma le portefeuille après avoir pris l'argent. Une partie d'elle ne voulait pas trop creuser l'enquête, de peur que cela vienne changer sa conclusion. Que se serait-il passé si elle était tombée sur une photo de lui, ou de sa famille, ou tout autre détail qui l'aurait humanisé, qui aurait mis un visage? Et si elle le recroisait à nouveau, si elle le reconnaissait? Mieux valait en savoir le moins possible. Il était riche, et c'était déjà bien assez d'informations. Elle mit le gros billet dans une enveloppe qu'elle donnerait à sa mère quand elle lui rendrait visite ce week-end. Le soir même, elle acheta de quoi manger avec le reste de l'argent. Elle cacha le portefeuille dans le tiroir de sa table de chevet. Une semaine plus tard, elle fut prise de remords. Il faut dire qu'elle avait reçu sa paye. Elle avait repensé à cet homme plusieurs fois depuis. Elle ne saurait pas dire si elle inventait des détails sur lui puisqu'elle ne l'avait pas directement regardé. Elle y pensait chaque fois qu'elle reprenait le bus, à vrai dire. Et peut-être en avait-elle rêvé même. Il lui était impossible de dire, en tout cas, si ce qu'elle visualisait en pensant à lui était le fruit de son imagination ou non. Elle voyait un contraste fort avec une pâleur et des vêtements noirs, une tache plus claire au sommet de la tête, une calvitie peut-être, une silhouette plutôt longiforme. Elle reprit le portefeuille dans ses mains. Elle fut ébahie de constater qu'un billet qu'elle n'avait pas remarqué dépassait du bord. Il faut dire qu'elle avait fait vite, comme elle culpabilisait la dernière fois, mais tout de même, il s'agissait d'un billet de 100 €. Après quelques jurons, elle fouilla le portefeuille de fond en comble pour s'assurer de ne passer à côté de rien. Elle trouva d'autres cartes et une photo Polaroid montrant un Christ sculpté dans du bois sur un fond de pierre blanc ancien. Le flash et l'angle en contre-plongée donnaient une impression de malaise. Elle n'avait pas vraiment besoin de cet argent. D'ailleurs, elle considéra qu'elle ne l'avait pas vraiment, qu'il fallait s'en débarrasser le plus vite possible. Elle se rendit donc à la friperie de la gare et acheta tout ce qu'elle put. Le seul but était de dépenser exactement 100 €. Il y avait des missions plus désagréables dans la vie. 2 pantalons, le gros pull en laine qui lui avait tant manqué tout l'hiver, quelques hauts, des chaussures presque parfaitement à sa taille, mais avec des semelles ça passera. 3 shorts, ce n'était pas du gâchis. Avec 100 €, un riche aurait acheté quoi? Une casquette? Même pas. Une brosse à dents? Elle aussi, elle y pensait, comme vous, le fameux « et si ?» Et si le portefeuille avait bien été vidé la première fois? Et si quelqu'un s'était introduit chez elle pour y glisser un billet? Cette pensée la faisait frissonner. Avant de se coucher, elle eut un petit rire en replaçant le portefeuille dans sa cachette. Elle se sentait ridicule d'espérer comme une enfant qu'on échange sa dent de lait contre une pièce de monnaie. D'ailleurs, maintenant qu'elle y pense, il faut vraiment qu'elle prenne rendez-vous chez le dentiste. Dommage, elle avait l'argent pour une fois. Elle dormit très mal,
sursautant au moindre bruit que faisaient les propriétaires qui vivaient dans la maison autour de la chambre. C'était comme si elle s'attendait à recevoir la visite de quelqu'un ou quelque chose. Évidemment, elle transforma son angoisse en cauchemar. Une silhouette noire qui se penche sur son lit et tout le intime. À son réveil, le tiroir de sa table de chevet était grand ouvert. Elle écarquilla les yeux, se disant immédiatement que cette histoire devait tellement la perturber qu'elle avait été somnambule, et en effet, ça aurait expliqué l'hématome qu'elle avait sur son flanc, mais pas comment un nouveau billet de 100 € s'était retrouvé dans le portefeuille. Où était-elle allée le chercher? En dormant de surcroît, elle prit peur. Si quelqu'un était venu pendant son sommeil, c'était flippant. Si le billet était apparu tout seul, c'était flippant. Et si elle était allée le chercher chez ses propriétaires en dormant? Elle ne savait pas déterminer lequel des 3 scénarios était le pire. Elle aurait pu simplement se réjouir, mais si quelqu'un venait pendant son sommeil, c'était dangereux. Et si elle volait ses propriétaires, elle pouvait se faire renvoyer de la chambre. Et elle ne trouverait jamais un logement aussi abordable dans la région. Elle risquait trop gros. Elle passa sa journée de cours à élaborer un plan. Avant de dormir, elle mit la table de chevet contre la porte de sa chambre. Le lendemain, un nouveau billet était apparu et la table de chevet n'avait pas bougé. À part des cauchemars, rien à signaler. Ça prouvait que personne ne venait depuis l'extérieur. Par contre, elle aurait très bien pu replacer la table contre la porte en étant somnambule. Elle demanda à ses propriétaires s'ils n'avaient pas remarqué que des choses avaient mystérieusement disparu dans la maison. Ils se sont inquiétés. « Tu as perdu des choses ?» Elle dut insister pour qu'ils vérifient. « Tu ne nous accuses de rien, rassure-moi. » Elle dut préciser qu'elle s'inquiétait surtout pour eux, mais que ce n'était rien, qu'elle était simplement stressée. « Oh là là, oui, tu as mauvaise mine, hein. On n'osait pas te le dire, il faut que tu te reposes. » En prenant sa douche, elle remarqua des bleus sur sa cuisse. Pendant les semaines qui suivirent, elle dut subir les réflexions de ses amis étudiants qui eux aussi s'inquiétaient pour elle, lui demandant sans cesse si tout allait bien, si elle était malade. Elle voyait bien son teint devenir grisâtre. Elle avait l'impression de voir des cheveux blancs pousser à vue d'œil. Pourtant, elle n'avait jamais eu autant de temps pour elle. Elle avait même quitté son travail de vendeuse. Un nouveau billet apparaissait chaque nuit. De nouvelles lésions sur son corps aussi. Même si le temps se réchauffait, elle gardait des vêtements longs pour cacher ses poignets, son cou, sa gorge, ses jambes, ses chevilles. Elle se mit à boire de l'alcool aussi, pour pouvoir s'endormir. Elle avait peur, évidemment. Ketia, une fille dont elle était tombée amoureuse en première année de licence et qui avait déménagé depuis, lui avait raconté que ses parents, originaires d'Haïti, avaient des centaines d'anecdotes au sujet d'objets maudits et possédés. Elle s'était toujours montrée ouverte à ce sujet. Par ailleurs, ses cauchemars se précisaient. Ils prenaient de l'importance dans sa vie. Elle pouvait identifier différentes silhouettes qui venaient lui rendre visite dans sa chambre. Mis à part ses problèmes de fatigue qu'elle pensait similaires à ceux de beaucoup d'étudiants, tout allait bien. Elle allait au cinéma, au restaurant parfois. Elle avait racheté un nouveau téléphone car l'ancien était cassé. Elle restait économe tout de même. Elle n'avait aucune idée de combien de temps cela pouvait durer. Au fond d'elle, même si elle était reconnaissante de sa chance, elle était un petit peu déçue. Elle trouvait que les plats qu'elle mangeait avaient peu de goût, que les vêtements qu'elle achetait étaient bien fragiles et que les films qu'elle allait voir étaient insipides. Elle était d'ailleurs incapable d'en raconter un seul. C'était comme si sa mémoire, son goût, était altéré. Les choses s'intensifièrent un matin où elle retrouva non pas un, mais 2 billets de 100 € dans le portefeuille. Son lit était taché de sang par endroits et ses draps étaient déchirés. Elle dut passer un temps fou à démêler ses cheveux. C'est à ce moment qu'elle décida de reprendre contact avec Ketia pour se confier. Mais le numéro n'était plus attribué. Elle se sentait seule. Le matin où il y eut 3 billets dans le portefeuille, il lui manquait une dent. Elle la retrouva dans les draps. C'en était trop.
Elle avait amassé assez de billets pour tenir le coup le temps de retrouver un travail. Il fallait qu'elle se débarrasse de cet objet malfaisant. Aujourd'hui, elle y avait souvent pensé, mais repoussait sans cesse le moment. Elle voulait le détruire. Pas seulement le laisser pour quelqu'un d'autre et relancer la malédiction. Elle savait qu'elle avait bien trop nourri cette chose pour qu'il soit raisonnable de la laisser en liberté. Elle avait passé des heures à consulter sur son téléphone des sites internet consacrés aux rituels vaudous. Elle en avait conclu qu'une purification par le feu était nécessaire dans son cas. Sans aucune incantation, sans rien, juste le feu. Elle trouvait ça étrange. Mais elle n'avait pas le temps. Il était hors de question qu'elle s'endorme une fois de plus en présence de cette horreur. Elle entr'ouvrit la fenêtre pour laisser s'échapper la fumée et mit le portefeuille dans une casserole. Elle essaya de mettre le feu au portefeuille avec une allumette, mais c'était comme s'il était inifugé. Rien ne se passait. Elle commença à paniquer. Elle avait des bouffées de chaleur. Elle insista avec une deuxième allumette et c'est à ce moment que l'incendie s'est déclaré. Les vêtements qu'elle portait, son téléphone, sa penderie, l'intérieur de ses placards de nourriture, le frigo, la chambre entière, tout s'est embrasé d'un seul coup. Tout sauf le portefeuille. Il est très difficile de retracer le cours des événements, de reconstruire la lignée des propriétaires successifs du portefeuille. Je dois cependant préciser que ce lundi 15 avril 2019, à 18h17, un nombre record d'incendies a été déclaré partout dans le monde. Le plus connu, en France, fut celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors rien à voir, mais je profite du podcast pour passer un appel. J'ai des problèmes avec les gouttières du phare, je pense qu'il faudrait tout refaire sur la partie ouest. Si tu connais un couvreur en Bretagne qui travaille bien et qui accepterait de travailler de nuit dans des zones difficiles d'accès, un mail de contact est dans les infos de l'épisode. Merci. Bon, je pense que vu le contexte, tu ne seras pas étonné d'apprendre que je suis un grand fan de la figure du vampire. J'en ai même fait un court-métrage, Nostambula, sorti en 2019. C'est le portrait, tourné comme un documentaire, d'Auguste, un vampire ordinaire et prolétaire qui essaie de trouver un sens à son existence. Je mets un lien dans la description de l'épisode si tu veux le voir. Enfin bref, ce que j'adore avec la figure du vampire, c'est qu'en fonction de l'époque, du contexte social, du pays, de la culture, il peut symboliser tout un tas de choses. Le vampire peut raconter l'étranger, le bourgeois, la tentation sexuelle, la force, l'amour éternel, la maladie, la promesse d'une vie meilleure, et j'en passe. Mais bref, je m'égare. J'aimerais te parler d'un refuge, une œuvre dans laquelle je me plonge quand rien ne va, quand j'ai l'impression d'étouffer sous les problèmes ou le stress, un endroit où je me dis « Ok, là, c'est comme un bain chaud, c'est stable, c'est comme une méditation, un décrochage de cerveau, une présence rassurante. Et le mieux, c'est que toi aussi, tu y as accès gratuitement parce que cette série a été mise en ligne dans son intégralité sur YouTube. Ça dure 5h19, donc il y a de la matière. Ça a été produit dans les années 80 en Allemagne. Le titre, désolé d'avance pour la prononciation, Der kleine Vampir, c'est-à-dire le petit vampire. Une série pour enfants donc, où on peut suivre les aventures d'un gosse normal et d'un gosse vampire. Et c'est très très kitsch, très coloré, on a l'impression qu'il y a du brouillard partout. Les effets spéciaux sont adorables, il y a une vraie ambiance visuelle et sonore. La chanson du générique est archi culte,
Ça me fend le cœur de ne pas pouvoir passer un extrait pour des raisons de droit d'auteur, mais vraiment je l'adore. Évidemment c'est très bon enfant, tout paraît artificiel et du coup c'est génial. Et surtout, on comprend rien parce que c'est de l'allemand. Et alors si vous êtes germanophone, je suis désolé, peut-être que ça vous enlève du charme parce que les dialogues accrochent un peu l'attention. Le mieux je trouve c'est de pouvoir imaginer ce qu'ils se disent quoi. Moi j'adore laisser mon imagination divaguer, ça me fait presque inventer des histoires, regarder ailleurs, regarder derrière l'écran. Et moi, cette vidéo YouTube, elle m'a déjà sauvé de plusieurs crises d'angoisse. Parfois, je la lance et je mets le curseur à un endroit au hasard et ça me calme. Il y a des séquences où ils volent au-dessus de la ville avec leurs ailes de chauve-souris là, et je trouve ça vraiment très très poétique. De me dire aussi que ça a fait rêver plein de gens qui sont forcément très nostalgiques aujourd'hui de tout ça. Et puis même d'imaginer que tout ce qu'on voit n'existe plus, les vieilles bagnoles, les décors, les costumes. Il y a aussi une poésie dans le côté confidentiel de la chose. Je sais pas si beaucoup de francophones regardent cette vidéo, franchement ça m'étonnerait, c'est très très niche. Vous verrez. Certaines ambiances me font un petit peu penser au film Morse, pour ceux qui connaissent. Moi c'est mon film préféré, c'est un film d'horreur, un peu romance, suédois, sorti en 2008, et qui parle aussi de vampires. Il faut dire que ça se passe aussi dans les années 80, et c'est peut-être même une référence directe. Je pense notamment à une scène de gymnase quand le vampire arrive en volant et regarde par la fenêtre. C'est au tout début du petit vampire allemand là. Eh bien c'est un truc qu'on retrouve trait pour trait dans Morse. Donc ça m'étonnerait que ce soit une coïncidence, ça me semble un peu gros. Alors si vous voulez retrouver cette série allemande beaucoup trop sous-cotée, il suffit de taper Der kleine Vampir alle Folgen. Donc je suppose que ça veut dire tous les épisodes, Deutsch, qui veut dire allemand, et ensuite 1985, je ne vous ferai pas l'affront de le prononcer en allemand. Der kleine Vampir alle Folgen, Deutsch, 1985. Allez-y, vraiment, je vous conseille. Je sais que certaines personnes ont un peu un problème avec le silence, que ça peut générer de l'angoisse parfois, à certains moments de la vie, quoi. Et ben ça, c'est vraiment une alternative au silence, très séduisante, très poétique, nostalgique aussi, un peu. Mais vraiment très joli. Voilà, j'arrête là parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais je n'ai pas envie non plus de trop vous divulgacher cette série. Surtout que je serais formellement incapable de vous raconter ce qui s'y passe. Je ne serais capable que de vous raconter ce que j'y projette et toutes les histoires que j'imagine qu'il se passe dans cette série bizarrement culte pour moi. Chaque francophone regardera une série différente, je pense. Maintenant, on retrouve Guylain dans le salon du phare qui va nous parler de ses cauchemars les plus bizarres. Je te sers ? Avec plaisir. Merci Guylain. Alors on est dans le salon du phare. Je vais commencer par te poser quelques questions sur toi avant qu'on commence à parler de tes cauchemars. Déjà, pourquoi avoir choisi ce lieu ? Le salon, parce que c'est un endroit parfait. On est là sur une petite banquette en velours rouge et on peut se raconter des trucs en buvant un verre. Première question Guylain. Est-ce que tu crois au paranormal ? Je sais pas bien ce que c'est le paranormal exactement. Mais par exemple, je sais pas si c'est une croyance, je suis intimement convaincu que les lieux gardent la trace des personnes qui les ont vécus. La trace des gens qui les ont conçus aussi, construits. Une pièce, si on la construit plus petite, plus grande, plus longue, plus haute, on l'aperçoit pas de la même façon. Si... Il s'est passé quoi ? Mais non. Et par exemple, je travaillais sur un endroit qui était une sorte de manoir.
dès que je suis arrivé, j'ai commencé à percevoir que pour moi, il y avait des choses pas très bien qui s'étaient passées. Et que les maîtres ne traitaient pas bien leurs serviteurs. Et de la façon dont l'aile des serviteurs et des servants avait été construite. Pas très... Je suis désolé. Il n'y a pas d'esprit ici, mais là, j'ai l'impression qu'il y en a. Il y a quelqu'un ? La façon dont l'air des servants avait été mal conçu, les plafonds étaient bas, on sentait que c'était pas généreux, que les petits couloirs étaient vraiment exigus. Quand on passait, les jonctions entre la partie des maîtres et des servants étaient vraiment pas assumées en fait. C'était toujours soit une porte dérobée, soit une pièce qui mordait d'un côté de l'autre, c'était vraiment pas bien. Et quand on passait d'une partie à l'autre, il y avait un endroit où il y avait une jonction entre le plafond et il y avait un air frais qui te soufflait sur l'arrière du crâne. Donc forcément, tu étais saisi d'effroi. C'est un endroit dans lequel on est rentré, parce que j'ai travaillé sur les jardins de cet endroit-là, et je me suis même dit comme mission que j'allais résoudre quelque chose à cet endroit-là. Parce que je sentais que c'était mal fichu, on sentait qu'il y avait quelque chose, pas bon esprit, quoi. Et on a dormi une nuit avec Pierre-Antoine, avec qui je concevais les jardins. On arrive le soir dans le manoir qui n'était pas encore réaménagé. On nous avait dit, vous prendrez telle chambre. Et on rentre, on regarde la première chambre, la deuxième chambre, et là, on avance, il y a une porte ouverte sur le noir. Et là, j'ai vu, pour la seule fois de ma vie, il y a eu une apparition. J'ai vu une silhouette d'une femme avec un petit garçon et une petite fille à côté. Je pourrais te les dessiner, quoi. Elle était là, elle a tendu sa main vers moi. Et là, mais j'ai été complètement terrifié. Absolument terrifié. J'ai reculé, j'ai poussé Pierre-Antoine d'un coup d'épaule de dos, quoi. Et j'ai claqué la porte de la pièce. J'étais là. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et là, je lui dis, mais là, j'ai vu quelqu'un, quoi. J'ai vu quelqu'un qui est sorti de l'obscurité avec un petit garçon, une petite fille. Et clairement, elle implorait quelque chose. Enfin, elle était là, pas du tout agressive. Moi, j'ai eu très peur. Elle était pas agressive, c'était plutôt à dire ah tiens, genre c'est un peu comme s'il me disait tiens, toi, tu m'as vu, je suis là, on est là, quoi. Et un peu en mode mais non, n'aie pas peur, quoi. Donc je sais pas si je crois au paranormal, mais en tout cas ce jour-là, j'ai vu quelque chose. J'étais pas ivre. Et je n'avais pas pris de drogue ni rien, quoi. Enfin, c'est une apparition qui est comme ça, quoi. Et le fait de bondir en arrière a fait que tu as arrêté de regarder ? Je l'ai vu, j'ai encore l'image dans ma tête de voir les silhouettes, du coup, s'éloigner de moi, parce que moi, je me reculais, quoi. Et donc rebasculer dans l'obscurité pleine, quoi. Enfin, dans ta conception, que ce soit pour les lieux ou pour cette expérience-là qui est un peu plus forte encore, mais il y a quand même la notion que des entités peuvent traîner dans les parages, quoi. Oui, parce que je pense réellement, pour moi, dans mon esprit, ce qu'on peut appeler un fantôme, c'est ce qui rémane de la personne dans son action dans un lieu. La façon dont elle a conçu cet endroit-là, qu'elle l'a aménagé, qu'elle a construit. Est-ce que c'est des bons matériaux, des mauvais matériaux ? Est-ce que l'espace est restreint, exigu, ample, généreux ? Ça laisse une trace, quoi. Et donc il y a une rémanence d'une pensée d'une personne dans un espace. Ici, dans le salon du phare, la personne qui était avant, je peux décrire les lieux qu'elle utilisait le plus ou pas, par les traces laissées sur les interrupteurs. Ici, il y a une fenêtre qui est mal fichue. Je l'ai ouverte. Au moment où j'ai voulu la refermer, je ne pouvais pas la refermer. Et puis ma main, elle a glissé sur le bas, le coin de la fenêtre, et là j'ai trouvé un petit crochet. Et quand on le saisit de la main gauche, on réajuste la fenêtre et hop, elle se referme. C'est bien cette personne qui a mis un crochet à un endroit en se disant tiens, ça va être la façon de fermer la fenêtre. Quelque part, elle est encore là, cette personne, en laissant à travers des petits détails, des petites traces et autres. Tout à l'heure, j'ai vu que tu avais un carnet
que tu feuilletais? Alors tu m'as demandé de parler autour des rêves et donc je suis arrivé avec ce carnet dans lequel, principalement dans la période de 2018, j'ai commencé à noter mes rêves. Et j'ai repris récemment, j'ai commencé à réécrire mes rêves dedans. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux me raconter? En fait, surtout, peut-être là, en l'ayant ressorti, il y a des choses très étranges. En fait, cet été-là, je m'étais donné comme objectif de noter au réveil, quoi qu'il en soit, j'allais noter même la moindre bribe de rêve que je me souvenais. C'était un entraînement que j'ai mis en place. Il y a des choses un peu étranges. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à mes pratiques professionnelles, autour du paysage et des plantes. Puis il y a des figures qui reviennent. C'est un peu surprenant. Là, par exemple, je vais acquérir un cheval. On me demande mes critères de choix. Je dis peu importe, mais il doit avoir 7 ans. On me dit que ça va être un vieux cheval noir que j'avais déjà vu. Il a le pelage plus clair sur le bas des flancs avec des taches noires rondes. Le cheval va me tester. Il s'allonge sur moi. Il est énorme. Je suis dessous sans être écrasé non plus. Est-ce que là, quand tu le racontes, tu t'en souviens? Il y a des images qui te viennent ou bien tu découvres un texte qui aurait pu être écrit par quelqu'un d'autre? Celui-là, j'ai un vague souvenir sur l'histoire du pelage du cheval. Après, je sais pas si c'est parce que je les ai écrits que je m'en souviens plus. À partir du moment où on commence à tirer le fil et on commence à s'en souvenir déjà le matin même, ça fige une image. Par exemple, là, tu vois, j'ai des souvenirs très précis de plusieurs des rêves là que je vois parce que il y a des dessins aussi. Par exemple, ici, tu vois, c'est une perle. C'est une perle en plastique avec des facettes. Je fais la visite d'un jardin. Il y a un grésillement dans un coin. C'est un insecte qui, comme un Bernard l'ermite, utilise une perle en plastique à facettes pour s'abriter. La perle peut s'envoler. En fait, je regarde de plus près et c'est une petite personne. C'est une fée. Elle boit un minusculissime verre. Je me demande comment on manufacture un si petit verre pour les fées. En relisant les rêves, là, je me suis aperçu que régulièrement, dans mes rêves, je me pose la question. Je ne remets pas en cause l'absurdité totale de la situation dans laquelle on est, mais que je me pose la question, mais comment est-ce que c'est possible? Là, ici, dans ce rêve-là, je me pose la question de comment est-ce qu'on réussit, nous, humains, à manufacturer un si petit verre pour un petit être qui vit dans une perle. Donc, tu imagines la taille de la microscopique personne, et je me dis, mais c'est par quelle ligne de production industrielle qu'on produit des mini-verres à pied pour les fées? Ce qui est drôle, ce qui me fait rire, c'est que ça correspond un peu à la manière dont tu vis des expériences au quotidien. Il t'arrive beaucoup de choses très loufoques et absurdes tout le temps. Et c'est vrai que quand je t'entends les raconter, souvent, ton regard analytique sur la chose est souvent assez déconcertant. Oui, comme quoi, par exemple? Comme l'histoire du pan blanc. Mais non, mais le pan... Mais oui, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Un jour, je suis au bout du chemin, je vois comme un sac à gravats effiloché qui vole au vent et puis qui disparaît dans les broussailles. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une apparition, j'ai vu quelque chose qui est passé comme ça. Quelques jours plus tard, tu as l'animal qui est en bas de ta fenêtre et qui t'appelle. Il est là, le matin, en train de faire sécher ses plumes dans le soleil levant, et il est en bas, il est en dessous de la fenêtre de la chambre. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, 3 ans, il venait en bas de ma fenêtre m'appeler tous les matins. Donc on prenait un café ensemble. C'était un pan blanc. C'était bagué, mais on n'a jamais trouvé à qui il appartenait. On a demandé à tous les gens autour. Personne n'avait perdu de pan blanc. Voilà, on a vécu ensemble. Il m'a dragué. Pendant le confinement en plus. Donc voilà, ça m'étonne pas que tu aies un rapport vraiment particulier avec tes rêves, étant donné que déjà avec ta vie, il se passe des choses, quoi. J'en ai un que j'ai retrouvé, je peux te le lire. C'est nouveau que Pierre-Antoine. On décide avec Pierre-Antoine d'aller voir le ruisseau de l'autre côté de la prairie. On doit passer chez le voisin. Pierre-Antoine se glisse derrière un grillage. J'ai peur qu'on soit repéré. On se suit de l'un et l'autre côté du grillage. Et j'entends le voisin avec 3 gars arriver. Il nous dit rien, alors que Pierre-Antoine essaye de repartir discrètement. En fait, la propriété du voisin est ouverte pour le week-end, un type genre journée du patrimoine, rendez-vous au jardin, et sa femme arrive avec un groupe de vieux en visite. Elle me donne un prospectus, un programme du week-end. Ils ont fini les travaux dans le château.
Et ils ont installé la mairie dans une des ailes du bâtiment 19e classique. Ils ont refait les toitures un peu avec des tourelles à la russe qui sont recouvertes de LED de toutes les couleurs qui hérissent comme les plumes d'un paon très finement. C'est assez joli, mais c'est très décalé. Je sais pas comment ça a été accepté par les monuments historiques. Ça, je m'en souviens très bien. J'ai très bien l'image. Dans ce bâtiment, ils ont aussi fait un musée. C'est un musée très pop art, un peu peep show. À l'entrée, il y a une sculpture en plastique du pied de Neil Armstrong posé sur le sol de la Lune. C'est moulé dans une coque en plastique. Il y a des alcôves avec des petits rideaux. Dans l'arrière-chambre, il y a un local technique et sécurité. Je rentre dans ce local technique. Posé sur un rebord, il y a des prospectus porno de pompiers. Donc on voit des prospectus avec des petites annonces, avec des bits et des annonces pour des soirées gays pompiers. Je sors de cet endroit-là. Le château, c'est plus du tout un château. C'est un ensemble de petits immeubles années 60. C'est un peu les centres commerciaux des années 60 dans les grands ensembles. Un peu. Je vois un commando arriver dans le fond. Un mec me vise. Je me réfugie sur le toit d'un centre commercial. Le mec me vise avec un fusil à propulser du gaz lacrymo qui me touche. Ça n'a aucun effet sur moi. Dehors, c'est le carnage. Il y a des mecs qui tirent dans tous les sens. On ne sait pas pourquoi ils s'en sont pris à ce week-end des patrimoines au château. Quelqu'un m'informe qu'il s'agit en fait d'une section radicale ultra-violente des pompiers. Je ne savais même pas que ça existait. On connaît en fait surtout les normaux, mais en fait ceux-là existent aussi et ils peuvent intervenir sur un coup de tête. Et c'était le cas là. Je cours dans tous les sens. D'un coup, devant moi passe un bon, c'est précisé entre parenthèses, pompier, un pompier normal, la gueule super blasée. Il a été capturé et passe, ligoté, quasiment nu, assis sur un cheval au trot. Il y a souvent des chevaux. Il y a des chevaux, c'est vrai. Il y a des chevaux et des centres commerciaux. Et je rencontre des célébrités aussi dans mes rêves. Le 5 octobre 2018, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, elle était encore vivante. Jusqu'à mars 2023, où je rencontre Céline Dion. Pas n'importe quelle célébrité. Non. Et c'est marrant parce que Céline Dion, je suis pas du tout fan de Céline Dion. Enfin, je m'en fous complètement de Céline Dion. Et je crois que c'est le jour où j'ai vu la vidéo de Céline Dion qui dit « Je suis vraiment désolé, j'ai la maladie de je sais pas quoi et tout. » Et j'ai vu cette vidéo et je me suis dit « Ça doit être quoi, mais c'est horrible d'avoir cette maladie alors que tu chantes et que tu vas plus pouvoir chanter. » Autant que de me dire « Tu dois faire cette vidéo en français pour l'annoncer à tes fans. » Et elle refait la même exactement en anglais. Et elle fait la même petite larme au même endroit. Du coup, je pense que c'était dans la foulée que j'ai rêvé de Céline Dion. Il y a beaucoup d'aménagements paysagers aussi, qui est lié à ma pratique professionnelle. Il y a des dessins, tu vois, par exemple ici, d'arbres, de façon de couper les arbres. Ici, là, la reine d'Angleterre me dit qu'elle a fait un aménagement, tu vois, elle me dit, elle a planté ça il y a 40 ans. C'était à la mode dans les années 70 de faire ça, me dit-elle. Et tu vois, il y a le dessin avec la coupe technique. Il y a une petite butte du chemin, une autre petite butte et des arbres. Il y a un endroit, il y a des mini-agapantes. Je suis dans un endroit et on peut arriver du coup sur le sujet de mon cauchemar vraiment récurrent depuis des années. C'est que par exemple, je vais essayer de trouver le rêve sur les agapantes. Quand on me pose la question du cauchemar, en fait j'ai un rêve récurrent qui m'obsède depuis des années. Je pense que j'ai un premier souvenir. Est-ce qu'on peut d'abord dire que j'ai eu des phases très habitées de sommeil, de somnambulisme? Je pense que ça c'est quand même un peu important par rapport à mon sommeil, où j'ai pu faire des choses un peu étranges dans des phases de sommeil intermédiaire, je pense. Je dois souvent avoir les yeux ouverts. Et je pense que mon cerveau intègre des morceaux d'images de la réalité qui sont éclairés, soit parce qu'il y a une petite veilleuse, un lampadaire dans la rue, ou une lumière derrière dans un couloir. Et mon cerveau imprime cette image-là et peut surimposer d'autres images par-dessus. Et souvent, c'est des moments assez terrifiants parce que je me réveille à ce moment-là, sauf que le rayon de lumière est toujours là. Par exemple, l'apparition ou la chose terrifiante qui était dans cette image-là, j'ai le doute de savoir si ça s'est vraiment passé ou pas. Ce qui a fait par exemple qu'une nuit, j'ai vu quelqu'un dans l'appartement sortir de la pièce, et c'était une nuit, il faisait très chaud, j'étais nu, et je me suis dit, il faut que j'aille le chasser de l'appartement. Sauf que du coup, j'avais rien sous la main, j'ai mis un pull-over
mes jambes sont rentrées dans les manches du pull-over et évidemment c'était beaucoup trop large en haut. Donc j'ai tenu le haut et je suis sorti de la chambre. T'as enfilé le pull-over comme pantalon ? Le pantalon, bah oui, j'avais que ça. Et donc avec mes mains devant, je tenais le pull et je sors de la chambre et là, mais j'avais tellement peur. C'était terrible. Je me retrouvais face à quelqu'un et en plus, je savais bien que c'était pas un pantalon que j'avais mis là. Bon, et j'ai avancé pas à pas dans le couloir, puis regardé dans la première pièce sur la gauche. Ah non, c'est bon, il y a personne. Et ensuite la deuxième pièce, non, c'est bon, il y a personne. Mais pourtant, j'avais bien vu cette personne passer. Et j'ai été capable à des moments de faire des prouesses physiques en dormant, chose que j'ai pu interpréter. Je suis en BTS à l'époque, donc j'ai genre 20 ans, un truc comme ça. Le chef d'établissement organise une soirée avec un hypnotiseur. C'est complètement improbable, on est dans un lycée agricole. Il y avait une soirée hypnose. Le mec a fait 1 heure de conférence sur l'hypnose théorique et ensuite 1 heure de démo avec, je sais pas, 6-8 élèves de l'établissement. Bon, ce jour-là, j'ai appris que l'hypnose permettait de rentrer dans des phases intermédiaires de sommeil. Ça va pas être très précis le vocabulaire que je vais utiliser, mais en tout cas, les phases d'endormissement ou de réveil qui sont les moments où il se passent les rêves, et entre autres, on peut avoir accès à son inconscient, subconscient, voilà. Et dans ces phases-là, on a des capacités physiques qui sont bien plus importantes, parce que en réalité, tu es capable de faire beaucoup plus de choses que tu ne le sais. Ton esprit bloque ton corps et tes muscles. Et c'est pour ça que dans une démonstration d'hypnose, on peut faire le pont ou la planche à quelqu'un, alors qu'en réalité, la personne n'est pas capable de la faire, quoi. Et en fait, il a mis des mots ce jour-là en disant, en fait, dans ces phases intermédiaires de sommeil, tu n'avais plus les contraintes liées à ton esprit. Et donc, tu pouvais concentrer et focaliser la force à un endroit où la détente absolue de ton corps à un endroit ou un autre. Par exemple, ça m'a permis de comprendre un jour où ma sœur, on était chez ma grand-mère, on dormait dans la même chambre, et ma sœur entend du bruit la nuit, elle allume la lumière, et je suis debout, le bout des pieds appuyé sur la tête de lit, qui est à quelques centimètres à peine du mur, face contre le mur. Juste sur la pointe des pieds, je tiens sur la tête de lit. Le lendemain, on a essayé. C'était impossible, mais avec quelqu'un qui me tenait derrière, je pouvais pas concentrer suffisamment de force dans mon bout de pied pour tenir, tu vois, t'as une tête de lit large comme ça, à 3 cm du mur, et tu peux pas mettre tes pieds, ça tient pas, quoi. Tu tiens pas le nez contre le mur, là, comme ça. Ma sœur, elle a allumé la lumière, et moi, je m'en rappelle très bien, j'ai le souvenir, j'ai la mémoire de la posture, moi, et d'arriver à tenir, quoi. Ça m'étonne pas que tu fasses des trucs bizarres la nuit, quand tu dors, étant donné que quand tu dors pas, tu fais des trucs bizarres déjà. Tu me racontais tout à l'heure que la nuit dernière, tu es allé faire une balade dans ton jardin, t'as vu avec une lampe torche qu'il y avait des sciures dans la rivière, et du coup tu t'es dit tiens, si je prenais un hameçon, et bon voilà, c'était ça ta nuit dernière. Donc ça m'étonne pas du tout que voilà, tu aies pu monter en équilibre sur ta tête de lit. Dans les trucs un peu physiques, je sais que j'ai déjà enjambé le lit de mon cousin sans qu'il ne se réveille et de sauter sur le lit de ma sœur pour la protéger d'un bout de mur, mais c'était vraiment une muraille qui s'effondrait sur elle. Et ça, c'est un des premiers souvenirs de ce cauchemar récurrent qui dure depuis des années, qui est l'effondrement du lieu dans lequel j'habite ou je dors. Il y a une architecture, il y a des éléments qui lâchent, il y a un sol une dalle de sol qui s'effondre, il y a une fente qui se fait entre le sol et le mur, il y a des choses qui glissent dedans, qui tombent, ou il y a des personnes qui passent leurs mains pour rattraper des choses. Comment ça, des personnes qui passent leurs mains ? À partir du moment où le sol de la pièce s'effondre, il y a un jour, il y a un vide. Il y a une connexion avec les voisins, ou avec les personnes qui habitent à côté. Et donc là, du coup, il y a un vide, ils peuvent attraper des choses, tu vois, parce que... Mais un jour, par exemple, aussi, en rêve, je me suis rendu compte que au-dessus de ma penderie, en fait, c'était pas un mur, c'était une espèce de cloison en carton avec des plastiques qui donnaient chez les voisins. En fait, que l'enveloppe de la maison n'était pas solide et que du coup, ça donnait chez d'autres personnes qui, du coup, pouvaient rentrer chez moi. Il pouvait y avoir une intrusion dans mon intimité, dans mon sommeil, voilà. Et donc là, j'ai une collection
dans mes rêves, d'immeubles qui s'effondrent, jusqu'à hier soir. Voilà, ça s'effondre, je suis obligé de rattraper, donc généralement j'attrape des choses dans mon sommeil qui sont soit sur les tables de nuit ou autres, quoi, pour ça. Souvent c'est mes lunettes, j'ai peur que mes lunettes qui tombent, parce que si elles tombent et qu'elles sont écrasées, je pourrais pas les récupérer, quoi. Souvent les lunettes ou autres, quoi, je rattrape les choses, quoi, en me disant oh là là, c'est en train de tomber, ou ça va tomber dans une fente, c'est en train de s'effondrer, le lit est en train de s'effondrer et tout. Ça fait penser à la carte de tarot, la Maison Dieu. Tu connais un peu le tarot de Marseille ? On est vraiment sur cette symbolique-là, tout qui se casse la gueule, quoi. J'ai l'impression qu'il y a 2 sujets. Il y a la porosité, peut-être que ces sujets-là se rejoignent chez toi, la porosité de la paroi et l'anéantissement de l'habitat. Oui, la porosité, effectivement, ça tu le décris bien, avec des choses qui rentrent ou qui sortent. Un été, alors qu'il faisait très chaud, j'ai dormi et la fenêtre était au-dessus de ma tête, était ouverte, donc j'entendais les bruits de la rue. Et j'ai visualisé, ils apparaissent dans plusieurs de mes rêves, des tout petits personnages. Un peu comme les personnages des vieux à la fin de Mulholland Drive de David Lynch. Et là, il y a des petits personnages qui faisaient, c'est quoi, ça fait 35 cm, comme ça, ils sont grands comme ça. Ils avaient un gros tuyau, et ce tuyau aspirait mes affaires et les choses de ma chambre. Et mes savoirs, c'était à la fois physique et concret, et de l'immatériel, qui partait aspiré par ce tuyau, quoi. Et à ce moment-là, du coup, j'ai voulu interrompre ça. Il se trouve que ça a percuté la réalité physique de la chambre dans laquelle j'étais, et j'ai attrapé, c'est incroyable, un câble internet de téléphone, hein, mais qui est agrafé dans le mur, donc qui était vraiment dans l'enduit, dans la peinture, quoi. J'ai réussi à l'arracher avec mes doigts, à tirer dessus. Évidemment, quand j'ai tiré dessus, les agrafes m'ont coupé l'intérieur des doigts, quoi. Mais je me suis réveillé le matin, et il y avait le boîtier de téléphone qui était arraché du mur avec le câble, quoi, qui pendait. Donc ça, c'est pour la porosité. Et aussi, je pense que tu vois, les mains qui viennent attraper des choses, ça relève de la même idée. Et l'anéantissement, l'effondrement, ouais, de l'endroit dans lequel je vis, j'habite ou je dors, c'est souvent. Physiquement, l'endroit s'effondre. Non, ça s'effondre, mais ça s'effondre jamais juste complètement. C'est-à-dire que c'est un début d'effondrement. Et là, je me réveille. Pourquoi est-ce que ça s'arrête à ton avis ? Parce que la suite ferait trop peur et en fait, c'est déjà trop pour toi. Alors tu te réveilles ou bien parce que c'est pas le sujet ? Je pense que le sujet, c'est que c'est un élément qui lâche. Tu vois, c'est une dalle ou un mur qui s'effondre. Je pense que du coup, ça me laisse entendre que le sujet, c'est juste un élément qui s'effondre. C'est pas l'habitation entière ou l'immeuble ou autre. J'en déduis que c'est parce que l'immeuble s'effondre. Mais en réalité, c'est juste un élément. Il y a souvent des passages, il y a des endroits dans lesquels peut-être il faudrait que je me rende et que j'ose pas encore. Des brèches. Il y a plusieurs thèmes, plusieurs sujets qui évoqueraient certainement des choses différentes, mais je sais pas, ça a l'air de révéler quand même un truc un peu... un univers qui n'est pas sécurisé, en tout cas. Oui, totalement, je pense que c'est vraiment la question de la sécurité, le sentiment de sécurité, quoi. Ou du coup d'insécurité. Pour la question de l'analyse, bah oui, j'aimerais beaucoup... Si t'as des contacts, je suis preneur d'un psychanalyste. J'ai viré mon psy là, il n'y a pas très longtemps. Donc oui, pour l'analyse, en tout cas pour l'analyse de l'effondrement, j'aimerais beaucoup. Hein. C'est un des sujets sur lesquels... Là, je l'ai identifié assez récemment. Bizarrement, assez récemment, que ce serait vraiment le sujet sur lequel il faudrait que je travaille. C'est un sujet, en tout cas, c'est ce qui te vient en tête quand je te parle de cauchemar. Ah oui, vraiment, c'est le cauchemar récurrent dont je n'arrive pas à me sortir, qui revient régulièrement dans les périodes de stress. Moi, ce qui m'a le plus marqué en termes d'image dans ce que t'as décrit, c'est cette histoire de main, quoi. De mains qui passeraient par les crevasses pour prendre des choses que t'aurais fait tomber. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est absolument terrifiant. Bah oui, c'est la chose qui est de l'autre côté de la brèche. Les autres êtres qui sont de l'autre côté de la brèche et qui saisissent. C'est intéressant aussi de constater que dans tes cauchemars, quand tu conçois qu'il y a une faille de sécurité, c'est pas des gens qui te veulent du mal, c'est des gens qui veulent voler tes affaires. C'est aussi particulier parce qu'on pourrait s'attendre à ce que tu t'inquiètes pour ta sécurité, mais non, tu veux rattraper les choses qui s'en vont. Ah si, je suis vraiment en insécurité totale, c'est-à-dire qu'il faut que tu imagines au moment de ça, c'est parce que le sol s'est affaissé et que le lit est penché et que je vais tomber dans le vide. Je pense que peut-être, je crois que réellement là, alors que tu me poses la question, je crois que vraiment les lunettes c'est super important. Je m'en rends compte là. Je me dis, ah mais attends, si les lunettes tombent dans le vide, là je suis vraiment foutu. Je verrai plus rien, je pourrais pas me déplacer, quoi, je pourrais pas... Terreur nocturne. Une pièce de la maison se détache, la dalle se fend,
je me demande si toute la maison n'est pas en train de se détacher et de s'effondrer. Je hurle, j'ai très peur. C'est terrible. Et dans cette période-là où je me suis entraîné à écrire le moindre détail, j'en étais arrivé une fois à un rêve qui était assez dingue, dans un désert. On est dans un désert sable poussiéreux, assez plat. Il y a un horizon assez lointain. Je discute avec 2 personnes, 2 autres hommes. Au lointain, on voit une tempête de sable arriver. On voit l'horizon commence à être chaotique, il y a des trucs qui volent, qui s'envolent, il y a des choses assez brutales, quoi. Et il y a des personnes qui arrivent depuis l'horizon et qui courent dans notre direction et qui nous dépassent. Ils commencent à courir pour s'enfuir de cette tempête de sable qui arrive. Et ça s'approche de plus en plus. Et là, il y a une des 2 personnes avec qui je suis en train de discuter qui me regarde et qui me dit « Peut-être que là, il est temps de s'enfuir aussi. » Et en fait, dans ce moment-là et dans ce rêve, je me suis approché des personnes comme ça. Et je leur ai dit « En fait, vous inquiétez pas là. Vous êtes dans mon rêve. Donc ce qui veut dire que la tempête de sable qui arrive, là, le truc qui est en train d'arriver, qui est en train de tout engloutir, c'est moi qui l'ai conçu. Donc en fait, on craint rien. On peut rester là, on est cool. » Les 2 gars sont retournés vers moi, m'ont regardé d'un air interloqué. Et là, je leur ai dit « Et d'ailleurs, là, ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de penser en ce moment, c'est moi qui suis en train de le penser. » Et à ce moment-là, je suis arrivé à un stade complètement, c'était vraiment ultra jouissif. Je me trouve face à des personnes qui m'ont regardé, l'annihilation totale. C'est comme si, tu vois, elles me regardaient et me disaient, mais en fait, je ne suis personne. Il y avait dans leur regard ce truc-là de je n'existe pas, en fait. Et je me suis réveillé, mais vraiment c'était ultra jouissif de se dire, ça y est, je suis arrivé à un niveau de contrôle à l'intérieur de mon rêve, qui est une espèce de déclinaison du truc qui est assez drôle dans les rêves. Quand tu rêves, la personne t'est convaincue que c'est une altérité, c'est une personne qu'elle a son existence propre, sa pensée, ce qu'elle dit. En fait, c'est toi sous plein de formes différentes. Quand il y a des petits personnages, c'est moi qui pense à un petit personnage qui aspire ce à quoi je pense. Mais là, j'étais arrivé à un niveau où, dans le regard de la personne, je voyais qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc j'ai bien créé une autre personne qui, dans mon rêve, n'arrivait plus à comprendre ce qui se passait. C'est vertigineux quand même. C'était génial. C'était génial. Et c'était ultra, vraiment, mais très serein. Le moment où vraiment, en un éclair comme ça, j'ai pensé et j'aurais dit, mais en fait, là, le truc qui est en train d'arriver, c'est moi qui l'ai pensé. Donc en fait, on craint rien. Mais c'était vraiment la plénitude, quoi. Donc il faut que je m'y remette à écrire mes rêves pour réatteindre le niveau et puis pour questionner l'architecte pour lui demander pourquoi la dalle ne tient pas et pourquoi mon lit s'effondre. Est-ce que tu crois pas que parfois certains rêves peuvent nous faire expérimenter des choses qui nous servent de leçon? Là, j'ai l'impression que dans ce que tu décris, il y a quelque chose qui est transposable à ta vie non rêvée. Oui, indirectement, mais ça nécessite quand même un filtre d'interprétation. Ce rêve te fait expérimenter quelque chose de « en fait, je n'ai rien à craindre ». Et tu te réveilles en disant « ah, c'est génial, j'étais en contrôle ». Ça, c'est pas rien, d'expérimenter le contrôle, même en rêve. C'est quelque chose qui peut même parfois nous manquer dans la vie. Et quand on pense à cette tornade qui arrive et qui fait fuir tout le monde, c'est presque, t'as vu défiler tous les toits qui paniquent. Et toi, t'étais là en contrôle et t'as fait non, mais non, en fait, c'est parce que c'est moi ce qui est en train de se passer. Donc en fait, non, je gère. C'était un lâcher-prise total. Hein. C'était pas du contrôle. Hein. J'informais les personnes. C'était moi qui avais pensé et qui créait ça. Mais à ce moment-là, mon personnage dans le rêve était en lâcher-prise totale. D'accepter, de dire non, en fait, c'est bon. Si je dois, la leçon dans la vraie vie que je dois retenir, c'est le lâcher-prise. De dire non, mais ça va, en fait. Plus que le contrôle. Et je prenais conscience qu'il y avait le contrôle, quoi. Si c'est du lâcher-prise par rapport à un danger qui est un peu fictif, parce que c'est ça en fait le sujet de ton rêve, c'est que ce danger-là, t'as conscience que c'est toi qui le crée. C'est un peu comme si tu voyais venir au loin une tempête qui est ta propre angoisse et que tu peux te permettre de dire « ah mais en fait c'est pas le monde qui
qui part dans tous les sens, et c'est pas une vraie tornade en fait, c'est juste moi. Donc en fait, il ne tient qu'à moi de me dire ça va aller. Je peux te lire sur le rêve avec Céline Dion. En fait, j'arrive dans un appartement parisien qui correspond un peu à l'endroit dans lequel on fait des soirées chants autour d'un piano avec des amis. Là, je me rends compte, au moment où la porte s'ouvre, tout le monde me regarde, un peu, il y a de l'exaltation. Et je me rends compte qu'il y a Céline Dion. Céline Dion est sur une petite estrade, hein, et tout le monde attend, Céline Dion va chanter, quoi. Alors je rentre et tout, je me dis c'est incroyable, je savais pas que Céline Dion allait venir à la soirée chant, quoi. Et à ce moment-là, elle me regarde, elle me pointe du doigt, elle me demande de venir. Donc je viens à côté d'elle sur la petite estrade, devant nous il y a des pupitres avec des partitions, ce qui est complètement absurde, parce que je pense que Céline Dion n'a pas besoin de partitions pour chanter. Je demande à quelqu'un quand même qui est juste devant, qui nous regarde, je dis tu peux pas nous prendre une photo, parce que quand même, bon, je suis quand même à côté de Céline Dion, quoi. Bon, voilà. Et là je m'adresse à elle et je lui dis alors là par contre... faut que je vous prévienne, en fait, moi je sais pas chanter, quoi, je suis pas du tout. Elle me dit non mais ça va, non pas de problème et tout. Et là d'un coup ça switch complètement. Les pupitres, c'est les tableaux de bord son tourbus de tournée. Elle est en train de conduire son tourbus de tournée et moi je suis assis à côté d'elle et je lui dis mais qu'est-ce que je fous là et tout. On arrive sur un parking d'un supermarché. Elle me dit mais est-ce que je peux me garer là? Je dis mais en fait normalement t'es pas censé venir avec ton bus dans un supermarché, je sais même pas où est-ce qu'on peut garer un bus dans un parking de supermarché, quoi, tu vois. Je dis ben là il y a les livraisons, ça devrait pouvoir le faire, quoi. On sort sur le parking, il y a un gamin genre de 4 ans qui fait à ses parents c'est Céline Dion et tout. Ce qui est trop drôle parce que le gamin de 4 ans il ne doit pas du tout savoir reconnaître Céline Dion, et ses parents qui disent chut Kevin tais-toi, chut tais-toi. On rentre dans le supermarché, on marche, il y a 3 autres personnes avec moi et Céline Dion, et on est dans l'allée centrale. Et là, je lui dis, bah voilà, là, en fait, il y a des panneaux à l'entrée des rayons qui disent qu'il va y avoir, si tu veux des pâtes, c'est là, si tu veux des boîtes de conserve, c'est là. Et là, elle nous dit, les garçons, je dois vraiment vous avouer, j'ai un rêve dans ma vie, c'était d'aller à Super U. Et je peux pas, mon mode de vie ne me permet pas d'aller à Super U, et j'ai toujours rêvé d'aller à Super U. Et je dis, ben voilà, c'est comme ça, le rayon, ça fonctionne comme ça, et tout. Je dis, mais c'est incroyable. Et en fait, il y a un vigile qui arrive et qui dit Madame, en fait, je suis désolé, mais nous, notre assurance du supermarché, il couvre pas le fait d'avoir une célébrité comme vous dans nos rayons, quoi. C'est pas possible. En fait, on doit vous embarquer, quoi. Et là, ils embarquent Céline Dion. Et nous, on est dans l'allée centrale du supermarché. On est en train de se dire mais merde, mais qu'est-ce qu'on va dire aux amis qui, eux, sont fans de Céline Dion, qu'on a perdu Céline Dion à Super U et qu'on sait même pas où est-ce qu'elle est. On peut pas leur ramener et que du coup, elle a même pas chanté pour eux, quoi. Voilà, ça s'arrête là. On s'en fout, c'est pas du tout de l'horreur. C'est pas le truc le plus horrifique que j'aurais entendu. J'avais envie de te le raconter. À toi, Brice, juste pour toi. 30 août 2018. Impossible de me remémorer mon rêve, mais je me rappelle y dire à quelqu'un, en riant, que j'avais tué quelqu'un et qu'il fallait surtout pas en parler. Impossible de me souvenir comment et qui j'ai tué. C'est simple et efficace. Je ne sais pas comment je me retrouve dans un appartement immense, mais genre vraiment immense, très luxueux, avec de grands salons et des boiseries. Je traverse l'appartement dans plusieurs sens. Dans le fond, il y a une antichambre, une espèce de grenier en mauvais état. Et il y a de l'eau qui suinte par le mur. L'appartement d'à côté est inondé. Je perçois de l'eau qui coule derrière à 40 cm de hauteur. Je sauve des vieux livres d'une armoire. Je les mets à sécher dans un couloir. J'entends des personnes qui visitent l'appartement. Ils ont une 60aine d'années. Je fais comme si tout était ok. Une dame semble vraiment chez elle. Elle dit on est chez monsieur. Monsieur qui l'a racheté à son frère. Je précise que non, ce n'est pas le cas et que je suis le propriétaire car ce frère-là n'avait pas fait d'offre de rachat. Les vieux regardent les papiers et les images au sol. J'ai l'impression qu'ils vont prendre des choses. Je repasse du côté de l'antichambre. Je cherche la porte pour retourner dans l'appartement, mais elle donne sur un escalier qui donne sur un palier. Je remonte, je redescends. Ne pas retrouver l'appartement, me retrouver dans la rue. Il y a tous tes thèmes dans ce rêve-là. C'est fou, non ? Non, mais c'est qu'une répétition permanente. Regarde le 18 août. J'ai une grande maison. Une porte en bois donnant sur la rue se désagrège. Je la démonte, je coupe une plaque d'OSB, mais en fait elle est trop courte.
Je fais une autre chose. Plus tard dans la nuit, je reviendrai à cette porte pour constater, anxieux, que j'avais laissé ma maison ouverte. Et tout le temps les mêmes thèmes. Tout le temps les mêmes thèmes de fermer, de la fermeture, de la protection, le truc qui te rend compte qu'il y a quelque chose qui est ouvert. Et à nouveau aussi, là, dans le rêve d'avant, les gens vont prendre des papiers par terre. C'est n'importe quoi. Il y a des images et des papiers au sol et j'ai peur que les gens prennent des choses. Ben voilà, ça te fait beaucoup de matière si à un moment tu veux entamer une analyse et parler de tes rêves, quoi. On y va, regarde. Ma voiture retrouvée complètement désossée, genre phare, rétroviseur et pare-choc volés sur le parking de Leclerc. Encore une fois, les supermarchés. Je sais pas du tout ce qui se passe avec les supermarchés, quoi. Les supermarchés, et puis encore une fois, la dépossession totale de tout, quoi. Tu te fais dépouiller tout le temps. Ben oui, tu vois, j'arrive pas à... Ben voilà. Mais ça t'évoque quoi dans ta vie, ça ? Moi, j'ai pas vécu d'effondrement de lieux dans lesquels j'ai habité. Même symboliquement. Un effondrement symbolique. Ah ben si, symboliquement, il y a des choses bien sûr, à creuser sur le sentiment d'insécurité. Je pense que réellement, symboliquement, c'est l'insécurité. C'est marrant, ça se traduit sur un truc matériel. Oui, on m'a pris des choses, tu vois, où on veut me prendre des choses, des savoirs. Ce qui était marrant dans le rêve, là, sur les petits personnages, sur le bord de la fenêtre, c'est que c'était du matériel et surtout de l'immatériel. C'est comme si, dans le rêve, des fois, tu arrives à visualiser des choses qui ne sont pas matérielles. Et donc, c'est une sensation. Et bien là, à ce moment-là, je peux très clairement dire, ils étaient en train d'aspirer mes connaissances. Je sentais, je comprenais que c'était ça qui partait. Pourtant, c'est pas physique, c'est pas matériel, quoi. Ça, c'est un truc très étrange dans le rêve. Ça donne lieu à tout un panel d'émotions et de sensations qui ne peuvent exister que dans les rêves. Ça, je trouve ça très troublant. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire un rêve qui te met dans une sensation que t'as certainement vécue, mais quand t'avais quelques mois ou moins d'un an. Moi, je fais souvent des rêves où j'ai la certitude que mon crâne est minuscule, que ma bouche est toute petite, que j'ai pas de dents et que j'ai une toute petite langue. Et je le sais et je le sens et j'ai ces rappels émotionnels de choses que j'ai complètement oubliées, mais dans mes rêves, parfois ça m'arrive de l'expérimenter à nouveau. Incroyable. Tu es dans ton toi, mais dans une autre morphologie précédente, donc c'est-à-dire que tu as accès à la mémoire de ton corps enfant, bébé. Merci beaucoup, Guylain, d'avoir participé à Autopsie d'un cauchemar pour les murmures du phare. On va maintenant passer au tant attendu horoscope des enfers. Laissons parler les astres, quel malheur t'attend, quel démon veille sur ta destinée. Écoute attentivement, ton horoscope infernal commence maintenant. Bélier, ne reproduisez pas les mêmes erreurs encore et encore. L'année prochaine, le soir d'Halloween, allez dans la rue, c'est trop dangereux de rester chez vous. Taureau, ne vous avisez pas de retirer le papier peint de votre chambre, profitez encore un peu de votre tranquillité, de votre insouciance. Gémeaux, il faudrait vraiment trouver l'origine des asticots qui peuplent votre cave, ça pourrait se retourner contre vous. Cancer, la personne que vous avez croisée sans la reconnaître cherche à se venger. Appelez-la pour vous excuser. Ah, j'oubliais, vous ne savez toujours pas qui c'est. Lion, votre pendule vous mentira aujourd'hui. Ou bien, est-ce votre horoscope, je ne sais plus. Vierge, courir vite ne vous protégera jamais de ce qu'il y a devant vous. Balance, les forces invisibles ont beau vous en faire baver, elles vous aiment bien au fond. Scorpion, autorisez votre chien à changer de maître, lui a survécu à l'accident. Sagittaire, votre secret a été découvert, cachez les preuves au plus vite. Capricorne, une fois n'est pas coutume, pour votre santé, privilégiez l'ascenseur à l'escalier aujourd'hui. Verseau, les idées novatrices que vous poursuivez sont surveillées par des forces ténébreuses, ne les décevez pas.
poissons. Explorez de nouveaux lieux, échappez-vous. Il vous reste un peu de temps avant son retour. Merci d'avoir écouté Les Murmures du Phare. J'espère que tout comme moi, tu as passé un moment terrible et exquis. Si tu as un cauchemar à faire autopsier ou pire encore une histoire vraie, n'hésite pas à m'envoyer un mail à lesmurmuresduphare, tout attaché, @bricevincent.fr. Pour plonger plus profondément dans l'ombre, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Bonne nuit, chère auditrice, cher auditeur. Si tu oses revenir, il suffit de suivre la lumière du phare. À la semaine prochaine.